Bonjour et bienvenue dans cette conférence dans laquelle je vais vous expliquer comment fonctionne le décodage. Donc on parlera du décodage biologique et du décodage de vie, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans notre corps et comment notre corps le manifeste. On verra ensuite le terrain familial qui nous a permis justement de venir agrémenter ce décodage. Et je vous expliquerai aussi pourquoi je raccroche beaucoup l'énergétique dans ces pratiques-là. Quel est l'intérêt, comment ça fonctionne dans le corps et comment les sujets justement s'imbriquent les uns avec les autres. C'est parti. Alors, on va commencer par le commencement, le décodage. Alors pour ceux qui découvrent cette conférence, cette thématique, ce sujet, le décodage, il faut vraiment imaginer qu'en fait, on essaye de décoder ce que le corps vient nous montrer. Donc tout l'intérêt va se résumer avec ça, d'avoir la clé qui va ouvrir la porte pour nous permettre justement de pouvoir dialoguer avec notre corps. Mais alors comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer ça dans les slides suivantes. Donc vous voyez qu'ici, on va directement parler du décodage biologique. Pour ça, on va commencer par se poser quelques questions. Pourquoi je suis malade? C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas malade pour rien. Mon corps trouve toujours un moyen d'adaptation par rapport aux événements que je suis en train de vivre. Donc, pourquoi je suis malade? À quoi ça va répondre? Qu'est-ce que la maladie me montre? Ça, ce sont vraiment les questions que vous allez pouvoir vous poser à chaque fois maintenant. C'est-à-dire que non, je ne suis pas malade d'une gastro parce que c'est le virus du moment et que j'avais besoin d'attraper ce virus-là au mauvais moment. C'est parce que je vivais une situation que mon corps avait besoin de s'approprier, mon corps avait besoin de s'adapter, de trouver une solution qui fait que j'ai été sensible à ce virus de la gastro. Et on va reparler de tout ça au fur et à mesure. Moi, ce que j'aime bien montrer ici, c'est vraiment ce schéma. Voilà, de se dire que dans notre tête, il y a des adaptations permanentes. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça se passe? Pourquoi ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Quelle est la question à se poser? Où est le problème? Eh bien, je vais toujours essayer de trouver une solution. Et notre corps nous apporte ça en permanence, des solutions. Le mal a dit. C'est vraiment ce qu'on peut retenir de la terminologie du décodage. C'est qu'en fait, tout le mal qui n'a pas été dit verbalement va être dit dans le corps. Donc, si je reprends cet exemple de la gastro, que j'aime bien mentionner quand justement j'anime ces conférences, euh, globalement, souvent, j'ai une gastro au moment où, si je vomis, j'étais dans des situations vraiment oppressantes, dans le sens où je n'arrivais plus à digérer ce qui se passait dans ma vie. J'avais peut-être beaucoup trop de choses à gérer en même temps. Donc j'étais là en emmagasinant et en fait à un moment donné mon corps ne trouve pas la solution autre que de vider le trop plein. Donc ça va être le symptôme de la gastro par les vomissements par exemple. Donc qu'est-ce que le mal a dit? Le mal a dit que j'avais un trop plein, que j'avais besoin d'aller justement sortir le trop plein dans les grandes lignes. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? C'est bien de se dire que si je suis malade, c'est que mon corps s'adapte à une situation, mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est la question à se poser en permanence. Pourquoi mon corps me montre quelque chose? Quelle est la situation sur laquelle je suis en train d'essayer de trouver une solution d'adaptation? Et qu'est-ce que je fais de ça? Si je me rends compte que tous les mois de chaque année, j'ai toujours une maladie qui revient, ou parce qu'on parle de maladie, mais on peut parler aussi d'une douleur, d'un symptôme, d'une situation de vie, dans le décodage de vie, eh bien, qu'est-ce que je fais de cette analyse-là? Et donc ça, c'est la grande question que vous allez pouvoir vous poser à partir de maintenant. Alors, je vais reprendre un peu d'histoire sur le décodage biologique. Moi, j'aime bien quand même recadrer justement d'où ça vient, comment ça a été compris, qu'est-ce qui a été retravaillé et pourquoi aujourd'hui on est capable de trouver donc des clés entre un symptôme, une maladie, une situation et une émotion d'origine. C'est vraiment l'importance de se dire ça dans cette conférence et de se dire que tout a une origine émotionnelle. Alors, on va commencer par le docteur Hammer, qui était un docteur en Allemagne. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours précis aujourd'hui sur sa bibliographie, mais vous pourrez bien sûr investiguer le sujet. Ce qui est important, c'est qu'il travaillait en service d'oncologie, donc dans les soins de cancer. Et donc, il s'est rendu compte que lui-même avait développé le cancer des testicules après le décès de son fils. Donc, je vous ai mis les années.
euh, où à un moment donné, il s'est posé la question en disant, mais c'est quand même étrange de développer un cancer à ce niveau-là, sachant que je souffre d'avoir perdu ma progéniture, donc le fruit de cet organe-là, finalement. Le cancer, je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment justement cet excès de masse, cet excès de cellules qui vient se rajouter. Donc pourquoi mon corps a besoin de rajouter des cellules à cet endroit précis, sachant que je viens de perdre mon enfant? Donc de là, beaucoup de recherches ont été menées. Le docteur Hammer a mis en place justement une analyse sur 200 patients au PET scan à ce moment-là. Et donc, il a pu analyser que chaque cancer allumait la même zone émotionnelle qui était répertoriée dans le cerveau par rapport à ces PET scans qui ont été passés. Donc, de là, en fait, a été développée une analyse de code pour dire que certaines maladies étaient rattachées à certaines zones du cerveau rallumer tel type d'émotion. Voilà un petit peu dans les grandes lignes pour ne pas vous faire tout un cours précis sur la biologie ici, puisqu'après on va avoir quand même des subtilités biologiques par rapport au fonctionnement du cerveau. Ce qu'il faut en retirer, c'est que finalement, chaque situation a un code précis et répond à des conflits émotionnels précis. Il a mis en place ce qu'on appelle les lois biologiques. Donc, c'est vraiment ce que vous pouvez entendre aujourd'hui peut-être facilement, qui n'a rien à voir avec Hammer, mais sur la loi de l'attraction, de se dire, voilà, si je pense à quelque chose, si je crée quelque chose dans ma pensée, je vais attirer cette situation-là à moi. Lui a mis en place des lois biologiques vraiment pour aller répondre à cette histoire de conflit par rapport à un symptôme. On a ensuite plusieurs travaux qui ont été repris sur cette base-là, qui viennent vraiment justement continuer cette histoire de décodage, qui viennent approfondir, qui viennent rajouter aussi des éléments. Donc on a eu Claude Sabat, on a Christian Flech, Gérard Attia, Jacques Martel, qui eux ont du coup créé soit des écoles, soit des ouvrages. Donc vous trouvez ici par exemple celui de Jacques Martel sur le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et vous trouvez aussi, alors vous avez mon image qui vous gêne, je vous la mets comme ça. Vous trouvez aussi le décodage biologique expliqué par Christian Flech, sachant que Christian Flech a aussi organisé une école et donc on peut trouver assez facilement aujourd'hui des séminaires, des formations, etc. sur le décodage, chose que je dispense aussi également de mon côté sur des ateliers, etc. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que les travaux ont été repris et complétés sur la base, effectivement, des découvertes du docteur Hammer. Le docteur Hammer était, du coup, pas thérapeute, il était, du coup, plutôt dans l'aspect recherche. Et justement, les noms que vous pouvez voir affichés, eux, ont développé l'aspect thérapeutique, puisque c'est bien important d'aller identifier justement le lien entre l'émotion et la maladie, de voir comment ça s'imbrique, mais c'est aussi important d'aller voir comment on peut le travailler. Alors, qu'est-ce que nous a fait découvrir surtout le docteur Hammer? C'est vraiment cette relation de la maladie par rapport à un choc émotionnel. Donc, c'est ce qu'on va appeler dans cette slide le suivi du choc. Donc, je vais vous afficher une image à l'écran qui va du coup être la base du travail de ce que vous trouvez dans les lois biologiques du docteur Hammer pour vous donner un contexte généralisé. Je vous donne ici dans cette conférence qui va durer du coup peu de temps par rapport à tout ce qu'on peut apprendre sur le sujet, vraiment des fondamentaux, des bases. Donc bien sûr, tout ne se résumera pas avec cette slide, mais ça permet de comprendre et d'éveiller déjà un petit peu le sujet du lien entre l'émotion et la maladie. Alors, voilà ce qui a été travaillé. Donc, on y va par étapes pour que je vous explique vraiment le lien et les étapes de vie à ce moment-là sur la base de ce graphique-là. Alors, ce qu'il se passe, c'est que nous vivons dans cette projection ici sur le principe d'être dans une phase active que vous pouvez voir dans le premier demi-cercle ici et une phase de repos après, en réparation justement de la phase d'action. Globalement, pour, on va dire, le monde classique, on vit la journée, on est dans l'action, on se fatigue et on se repose la nuit, on récupère de nos actions de la journée. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt classique dans le schéma humain et animal. Ce qu'il se passe ici, au niveau des pointillés, ça sera justement toujours notre ligne de conduite, c'est-à-dire notre équilibre, de revenir en permanence sur l'équilibre. Notre cerveau travaille toujours aussi sur l'instinct de survie. Il a toujours besoin de revenir dans l'équilibre pour que notre corps fonctionne.
On a bien un côté droit, un côté gauche, un côté haut, un côté bas. Notre cerveau dirige justement toutes ces interactions dans notre corps pour revenir toujours sur quelque chose de centré. Donc nous vivons dans cette phase-là permanente. Et puis un jour, nous pouvons être confrontés à un choc émotionnel. Alors un choc émotionnel, ça peut être quelque chose de très prononcé, comme par exemple l'exemple précédent qui était la perte du coup de son fils, le décès de son fils, qui était un choc brutal. On peut avoir un choc peut-être un petit peu plus acceptable, on va dire, dans la vie quotidienne, qui peut être typiquement quand je traverse la route, à un moment donné, il y a une voiture qui arrive très rapidement. Donc ça peut être aussi un choc. Ce qui est important de ça, c'est de se dire que à partir du moment où il y a un état d'urgence, le corps, et donc surtout bien sûr le cerveau, vous l'avez compris, va trouver un moyen d'adaptation pour gérer la situation. Parce que lui, sa priorité, ça va être la survie. D'abord la survie de son corps et ensuite bien sûr la survie de l'espèce. Donc il y a tout un tas de programmes que nous avons dans notre corps pour répondre à ce besoin de survie. Donc, qu'est-ce que va faire le corps au moment où il est en train de vivre un choc? Il va essayer justement de combler tout ce qu'il lui faut à l'intérieur de son corps pour pouvoir dépasser le choc, donc pour tenir le coup en fait, simplement. Donc, on va être dans cette phase où on va être dans des phases plus ou moins justement de retenue, de repos, d'explosion, d'introversion, etc., etc., où on est en train d'essayer de pallier au choc. C'est ce qu'on va appeler la phase active du conflit. Okay. On peut le retrouver sur un exemple assez simple que j'aime bien partager justement quand j'anime ces conférences. C'est l'exemple de la balade en forêt. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous promener en forêt tranquillement, donc on est dans la phase active juste à ce niveau-là, mais sans pression, sans danger. Mais à un moment donné, imaginez-vous d'entendre un chien aboyer très fort et se rapprocher très vite de vous. Donc là, globalement, on va être dans cette phase de choc de la peur. C'est ce qui peut arriver à la plupart d'entre nous. Donc bien sûr, je stéréotype ici. Peut-être qu'on ne va pas tous ressentir le même ressenti, justement, dans cette situation-là, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer la logique. Donc, on va ressentir une émotion. À ce moment-là, si on est sur la peur de se dire « oh là là, il va peut-être venir m'attaquer », ben mon corps va trouver une solution. Donc si je continue un peu le schéma de cette idée-là, la solution, ça va être de courir très vite pour aller me mettre à l'abri. Et donc, on va rentrer dans cette phase active de conflit. Et d'ailleurs, dans cette phase-là, on est en train de déployer une espèce de force surhumaine finalement. On va commencer à courir très vite, on va se mettre à l'abri, on va avoir un objectif précis d'aller survivre. Ce qui est important avec cet objectif-là, c'est qu'il est capable à ce moment-là de nous faire, comment dire, masquer certains symptômes, je dirais, en corrélation avec l'action. Typiquement, à ce moment-là, je vais avoir donc cette force surhumaine que je n'ai pas, par exemple, le dimanche matin quand je me lève et que je décide d'aller faire un footing. Selon, en tout cas, nos envies sportives, on n'a pas tous la même force. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est de se dire que ce temps-là, donc le corps a déployé une force importante. Donc ça va aussi passer par des hormones, par de la cortisol, par plein de choses qui vont s'activer dans notre corps et qui vont être justement en train de gérer ce conflit actif. Et à un moment donné, si je continue cet exemple-là, je vais me mettre à l'abri. Donc cette étape-là, c'est le moment où je suis sûre d'être en sécurité, je me pose. Pourquoi c'est important? Si je reprends un choc émotionnel un petit peu plus prononcé, ça va être typiquement la phase où je vais, par rapport au deuil de mon fils, être en train d'accepter la situation et de commencer à cicatriser mes émotions. Dans cette phase de la course en promenade de forêt, je vais à ce moment-là commencer à essayer de cicatriser les souffrances que mon corps a subies. Donc, c'est ici que je vais rentrer dans cette phase de réparation. C'est ce que vous avez pu voir ici, la phase de guérison. Dans cette phase de réparation, si je reprends à nouveau cet exemple de la forêt, c'est ici que je vais avoir des courbatures. D'ailleurs, on le voit, on a tous des courbatures en général 2 jours après avoir fait du sport, pas le moment même. Je vais avoir des courbatures, mon corps essaye de réparer l'effort qui s'est créé. Je vais avoir le cœur qui bat, je vais être essoufflée, sachant que pendant cette période-là, j'ai commencé à avoir le cœur qui battait, mais je n'étais pas concentrée dessus, je n'étais pas conscient
À ce moment-là, c'est mon corps qui essayait justement de réguler tout le système pour pouvoir tenir le coup. Rappelons-nous de ça. Donc ici, par contre, il n'y a plus l'urgence, donc j'ai besoin de récupérer. Pourquoi? Simplement pour revenir à cet équilibre que vous voyez ici. Et on se rend bien compte que là, on est quand même beaucoup plus bas que quand on était ici, puisque j'ai nécessité beaucoup de ressources ici, j'ai besoin de plus de récupération ici. D'ailleurs, le cerveau est bien fait. Il va aussi vérifier avec cette phase de renvoi ici émotionnel que cette situation émotionnelle-là a bien été comprise. Vous avez fait le lien. Ici, je guéris ce qui s'est passé ici. Donc, le cerveau va renvoyer ce qu'on peut appeler aussi une crise épique, plus simplement, une phase épique pour dire, au fait, est-ce que tu as bien compris qu'on guérit ça à ce moment-là? Et si je l'ai bien compris, je continue ma phase de cicatrisation. Et vous voyez ici qu'on est à peu près de ce côté-là, sur la même longueur que sur ce côté-là. Donc globalement, on estime qu'en moyenne, on a une phase de réparation émotionnelle qui va être plus ou moins équivalente à la phase de conflit actif. À nouveau, je vous donne des schémas très généraux pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre voilà, dans ce système-là. Si je n'ai pas compris que ici, on avait un choc émotionnel à aller guérir, si je n'ai pas compris que les symptômes que j'ai là sont en lien avec ce que j'ai ici, donc les symptômes que j'ai plutôt dans cette phase-là, eh bien, on rentre dans une phase un petit peu récurrente, c'est-à-dire qu'en permanence, on va tourner en rond dans cette phase de cicatrisation émotionnelle-là, puisque le corps essaye en permanence de cicatriser et de se réadapter justement au retour à la normale. Imaginons quelque chose d'assez facile. Je fais de la cuisine et je me coupe le doigt. Donc là-dessus, je n'ai pas d'émotion. Je me coupe le doigt, les choses sont claires, j'ai bien compris, si je suis ici, j'ai bien compris que je saigne parce que je me suis coupé le doigt ici. Donc il n'y a pas de sujet. Si vraiment j'ai pas compris, si je me réveille un matin avec le doigt, du coup, qui a commencé à cicatriser. Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est un petit peu trop imagé, mais c'est vraiment pour accentuer la compréhension. C'est que je pourrais très bien me dire, mais tiens, j'ai pas compris que ça c'était une croûte que je venais de faire. Moi, je vais gratter pour voir un peu ce qui se passe. Et donc c'est là peut-être que je me rends compte que si je gratte, je saigne. Voilà. Donc on va être dans cette phase de cicatrisation permanente, c'est-à-dire que dès que je gratte, je saigne, donc je recrée une croûte. Si j'ai quand même bien compris, je passe à la suite et je finalise ma cicatrisation. Et donc, pour terminer, je n'aurai plus de croûte et je reprends le cours normal. C'est la même chose pour nos émotions. Si je n'ai pas compris que cette émotion-là, elle avait un lien avec mes symptômes qui sont développés ici, puisque majoritairement, nos symptômes médicaux apparaissent dans cette phase-là, donc dans cette phase de réparation. Je précise bien majoritairement, puisqu'on a quand même effectivement quelques maladies qu'on a découvertes dans cette situation-là de conflit actif. Mais je fais quelque chose à nouveau de très généralisé pour que ce soit facile à comprendre. Donc, un exemple simple de l'eczéma dont on va parler tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en réparation constante. Dès que j'ai une crise d'eczéma, je viens réparer en permanence mon corps puisque j'ai une cicatrisation qui s'est activée. Le tout, c'est d'aller voir avec quoi ça correspond à l'origine. Et la petite nuance aussi, c'est de se dire que parfois, j'ai compris que typiquement, si j'ai la gastro et que je vomis, j'ai compris que j'avais un trop-plein ici qui était vraiment un trop-plein d'activités parce que peut-être je dois gérer trop de choses en même temps à la maison, je dois organiser les cadeaux de Noël, etc. etc. Donc, ça peut être quelque chose d'assez compliqué à gérer. Mais peut-être que ce que je n'ai pas encore compris, c'est que c'est une répétition de plusieurs événements qui fait que cette émotion-là, elle a déjà été vécue plusieurs fois jusqu'au moment où le corps n'arrive plus à cicatriser autrement que par le symptôme. Voilà globalement ce que je voulais vous amener ici avec ce graphique. Donc, on a ce côté-là qui a été bien présenté par Hammer et qui a été bien analysé, avec effectivement des maladies qui sont dans la phase chaude, la phase de guérison, et des maladies qui sont dans la phase froide, la phase active du conflit. On le voit avec les couleurs, donc le froid, le chaud. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi, hein, si on veut schématiser jusqu'au bout un peu l'explication, que typiquement, les douleurs physiques dans le corps apparaissent beaucoup plus facilement quand je me suis refroidie, entre guillemets. Quand j'ai peut-être décidé justement de m'endormir et que je vais me réveiller avec une douleur, puisque c'est la douleur de la journée déjà qui avait été masquée par cette phase active. Voilà globalement.
Alors, pour parler de ça, je vais vous parler d'une analogie animale que j'ai aussi déjà mis à disposition sur YouTube, sur ma chaîne, pour vous l'expliquer déjà de manière, je dirais, distincte. Mais pour moi, c'est important vraiment de reprendre cet exemple-là qui, je trouve, illustre bien vraiment comment le corps peut fonctionner dans une situation. Alors, on va utiliser l'analogie du renard. On va voir dans cet exemple-là que le renard, qui est un animal qui raisonne seulement avec son cerveau primaire, son cerveau instinctif, nous apprend beaucoup de leçons en fait sur la manière dont son corps s'adapte à chaque situation. Pour nous, c'est la même chose puisque tout est justement régi par notre cerveau primaire, par cet instinct de survie que nous avons et qui va être prioritaire. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous vous rendrez peut-être compte que parfois, si vous traversez la rue, comme je vous disais tout à l'heure, et que vous entendez la voiture arriver très vite, eh bien, avant même d'avoir analysé la situation et d'avoir vu et d'avoir eu le temps de vous faire un plan d'action conscient, votre corps a déjà reculé en fait. C'est-à-dire que votre cerveau, lui, il a déjà mis l'urgence active pour activer le mouvement. Eh bien, c'est ce qu'il va faire en permanence. Et notre travail à nous, dans le décodage, dans tout ce qui va suivre, c'est de faire le lien justement entre l'urgence vitale que le cerveau a canalisée et justement le lien avec l'inconscient et ce qu'on a besoin de comprendre. Donc on revient un peu à la première étape, qu'est-ce que j'en fais? Alors, allons sur cette histoire de renard qui est donc dans la nature et qui va vivre vraiment sur la base fondamentale de se nourrir. Donc c'est son premier besoin, l'urgence vitale numéro 1, manger pour survivre. Donc prenons l'exemple vraiment d'un renard qui est mort de faim et qui a besoin donc d'aller chasser la poule que vous pouvez voir sur cet exemple imagé pour pouvoir se nourrir. Donc besoin primaire numéro 1, de toute façon, si je ne mange pas, je meurs. Le cerveau va trouver une solution. Donc ce renard-là, vous le verrez, si vous l'imagez et vraiment dans la vie concrète, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une poule. Il va aller vers un poulailler. Donc, urgence vitale numéro 2, il va attraper sa poule. Mais pourquoi c'est une urgence vitale? Parce que vous allez imaginer que vous avez un fermier à ce moment-là dans la scène qui va intervenir et qui va essayer de tuer le renard, parce que le fermier, lui, il n'a pas envie qu'on lui prenne sa poule. Donc, on devient dans une urgence vitale numéro 2. Le cerveau va trouver du coup une autre adaptation. Quoi choisir? Est-ce que je mange pour survivre? Est-ce que je gobe pour survivre? Ou est-ce que possiblement je laisse la poule et je pars en courant, mais du coup je vais mourir de faim? Donc l'urgence vitale qu'il va pouvoir récupérer à ce moment-là, c'est de gober pour survivre. Il va attraper toute la poule, il va l'avaler entier et puis il va partir en courant. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va se passer d'après vous? On va avoir une adaptation nécessaire au niveau de ses organes, puisque concrètement, le renard n'est pas apte aujourd'hui, dans ce monde-là, à pouvoir avaler une poule entière. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir justement travailler à la digestion facilement, déjà du volume de la poule et des éléments qui ne sont pas simples à digérer. On va parler du coup des pattes, on va parler des poils, on va parler des ongles, on va parler du bec, etc. etc. Donc tout ça, ce ne sont pas à la base des matières qui sont absorbables par le renard. Donc, le corps a besoin de survivre, il ne va pas non plus décider de se laisser aller et de mourir en ayant la poule dans son ventre. Donc il va trouver une adaptation. Quelle est l'adaptation qui a été trouvée par le corps et qui a vraiment été analysée, hein, ce sont des sujets concrets? Eh bien, il va développer des cellules supplémentaires dans l'estomac pour pouvoir accroître la capacité de digestion. Et donc, ce sont des excès de cellules qui viennent se rajouter sur l'estomac pour accompagner ça. Ah oui, parce que le mot d'ordre, c'est de se dire estomac, cerveau, oulala, moi je ne vais pas y arriver dans l'estomac, je ne suis pas capable aujourd'hui avec cette fonction-là d'estomac d'absorber ça. Le cerveau, action, réaction, ok, je t'envoie du renfort. Globalement, c'est ce qui se passe. Je t'envoie du renfort, je rajoute des cellules. Et à ce moment-là, c'est vraiment très bien fait. La solution, elle est énorme puisque vraiment, il est capable de digérer cette poule. Il a accentué jusqu'à 10 fois justement sa capacité d'ingestion. Donc, il est capable de digérer cette poule entière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer d'après vous pour ce renard avec cet excès de cellules? Eh bien, pas grand-chose parce que pour lui,
il n'est pas justement dirigé par le monde émotionnel, comme nous. C'est-à-dire que jusqu'alors, les choses vont se dérouler pareil chez nous, de la même manière. Mais nous, souvent, on est en lien avec une émotion d'origine qui vient venir et se répéter, et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui n'a pas toujours été dite, exprimée. Sauf que lui, de son côté-là, son besoin, il a été comblé, c'est réglé, et bien tout simplement, son corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer dans la phase de guérison, c'est-à-dire que les cellules vont se résorber par elles-mêmes. Donc cet excès de cellules, cet amas de cellules, n'a plus de sens pour être maintenu dans ce corps-là, dans cet estomac, puisque aujourd'hui, une fois que la guérison est passée, que la digestion est faite, l'estomac n'a pas besoin d'avoir ce renfort de cellules. Il n'a pas ce côté, comme nous les humains, de se dire au cas où, je les garde. Pas du tout. Au contraire, donc il va résorber l'émotion. Il va résorber justement cet excès de cellules et il y repart pour un tour jusqu'à la prochaine chasse. En espérant pour lui qu'il n'ait pas à gober la poule à chaque fois. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important de vous illustrer ça, c'est de se dire que notre corps réagit de la même manière. Alors, la première chose à se dire, c'est pas toujours évident de se le dire, mais finalement, quand je suis malade, c'est une adaptation de mon corps que je peux remercier quelque part, puisque mon corps a trouvé une solution pour moi. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'avoir mal, et on n'a pas envie du pire. On est tous d'accord avec ça. Mais par contre, le corps, lui, a cherché une solution d'adaptation. C'est-à-dire que lui, il a trouvé le moyen de continuer à vivre. Donc c'est là-dessus qu'on peut s'arrêter et qu'on peut travailler justement quand on commence à approfondir l'aspect du décodage et des symptômes. Je vais vous donner quelques exemples du coup sur des décodages généraux à nouveau, mais qui peuvent parler un peu à tout le monde au niveau de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez avoir vu dans votre entourage, dans vos familles, dans vos relations personnelles, etc. Je trouve que ce sont des points de décodage qui parlent à tout le monde et qui peuvent aussi éveiller un petit peu quelques liens intéressants. Aujourd'hui, on sait assez régulièrement se dire je suis malade parce que je suis stressée. C'est quelque chose qui se dit beaucoup plus facilement. Les médecins aussi vont quand même rapidement le soulever aujourd'hui. Il y a une relation effectivement de stress. Ce qui va être important pour nous ici, c'est d'aller cibler quel stress. Pourquoi je vis quelque chose? Pourquoi je répète quelque chose? Pourquoi finalement j'ai un symptôme qui peut revenir ou un nouveau symptôme qui apparaît? Ce n'est pas forcément quelque chose qui va se déployer, c'est peut-être une nouvelle émotion qui a été générée. Donc c'est là où on va avoir besoin de travailler. Alors des exemples précis, on va avoir la peau. La peau, l'eczéma, le psoriasis, etc. Donc là, vous le voyez directement, on est sur des conflits qu'on appelle d'abandon, donc des mémoires de séparation, des situations qui ont été douloureuses pour le corps. Il faut savoir que la peau, elle est vraiment notre barrière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc si je crée une barrière de protection sur ma peau, c'est parce que j'ai besoin de rajouter justement une certaine force par rapport au monde extérieur. Donc ça, c'est déjà un premier décodage. Ensuite, on va aller analyser quel point. Où est-ce que j'ai de l'eczéma? Est-ce que c'est de l'eczéma? Est-ce que c'est de la coupe rose? Est-ce que ce sont du psoriasis? Est-ce que c'est de l'acné, etc. Tout ça, ça a une subtilité. Donc moi, je vous donne quelque chose de général ici, mais tout a une subtilité et tout a une résonance, tout a une raison. On va pouvoir peut-être partager ensemble cet exemple-là que j'aime bien aussi, d'un petit garçon qui avait de l'eczéma. Et c'était assez flagrant que l'eczéma était apparu peu de temps après la séparation de ses parents. Donc quelque chose de classique, on est très bien dans le sujet, séparation, très bien. Dans cet exemple-là, l'enfant vit avec sa maman et le père est parti dans un autre pays, donc il se voit assez peu. Ce qui est étrange pour cette famille, c'est de se dire que l'eczéma apparaît au moment où il retrouve son père. Ce que la famille trouve vraiment bizarre, puisqu'ils se disent tous, mais pourtant il est heureux d'être avec son papa, parce que son papa lui manque. Donc tout se passe bien avec son papa en plus, c'est confirmé par tout le monde. Eh bien en fait, c'est pas si compliqué. Pour vous expliquer comment fonctionne l'eczéma, vous imaginez vraiment avoir un endroit de peau. Alors on va prendre l'exemple ici, ce sera plus simple pour vous. Vous allez imaginer que vous avez un endroit qui parle à votre corps. Pourquoi la main? Peut-être parce que je souffre de ne plus pouvoir avoir le toucher physique, de me tenir la main de mon papa. Peut-être que c'est ici. Peut-être que ça va être au-dessus d'un des organes qui va avoir une résonance.
Donc ça, c'est tout un travail à faire effectivement dans le décodage individuel, parce que là, je ne peux pas décoder toute l'histoire de chacun sans avoir un échange, un dialogue, etc. Donc, reprenons cet exemple-là, tout simplement de l'eczéma classique. À cet endroit-là, eh bien, qu'est-ce que va faire notre peau au moment où elle est en train de vivre le conflit actif de la séparation? Eh bien, en fait, elle va faire des micro-creux. Elle va creuser. Ça, c'est la phase avant l'eczéma qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui ne nous démange pas, qui ne nous fait pas de symptômes. Mais on est en train de vivre un conflit actif et on est en train justement de trouver une solution d'adaptation, de matérialiser une émotion dans le corps, puisque peut-être je ne peux pas l'exprimer facilement, ou je ne me sens pas compris, ou je ne me sens pas entendu, etc., etc. Donc, on va creuser ça. Et au moment où ce petit garçon retrouve son papa, ben, le conflit n'a plus lieu d'être. Et c'est là que la peau va rentrer en phase de réparation. Et la phase de réparation, ça va être justement ce symptôme de l'eczéma qui nous démange. Ce sont les démangeaisons qui se réveillent et qui reviennent justement à la surface. C'est quand la peau cicatrise l'émotion de la séparation. Donc c'est ça qui est très intéressant à aller comprendre, c'est de se dire qu'au moment où on a de l'eczéma qui apparaît ou du psoriasis, le psoriasis pardon, c'est qu'on est en train, pardon, je fourche, de travailler sur deux séparations, double séparation, mais c'est le même principe que l'eczéma. On a besoin d'aller comprendre justement ce qu'on était en train de cicatriser. Donc globalement, ce qu'on peut aussi se dire, c'est est-ce que c'est avant mes 1 an que j'ai commencé à avoir de l'eczéma? Est-ce que c'est entre 1 an et 7 ans, entre 7 ans et 14 ans? Et là, il y a aussi des recherches familiales qui vont s'activer sur le vécu. L'enfant va souvent vivre aussi le prolongement de ses parents. Donc selon l'âge auquel il a des symptômes, ce qui va être intéressant, c'est d'aller creuser l'histoire plutôt du parent déjà pour aller voir ce que l'enfant répète directement. Un autre sujet, la vessie. Donc là, je voulais afficher tout de suite, c'est le territoire. J'aime bien parler de cet exemple-là parce que les infections urinaires, c'est un sujet que tout le monde connaît globalement. Ça touche principalement effectivement plus les femmes que les hommes aujourd'hui. Mais malgré tout, on a quand même des sujets qui peuvent se répéter à la vessie chez les hommes sous une autre forme que l'infection urinaire. Donc c'est pour ça que je vous explique le global. Donc la vessie, on est sur un conflit de territoire. Donc si je ne me sens pas à ma place, si je n'ai plus mon espace, si possiblement j'ai beaucoup de chamboulements dans ma vie personnelle, que j'ai besoin aussi de recréer peut-être un nouveau territoire physique, ça peut être aussi un territoire sexuel. Tout ça va travailler sur la vessie et donc on est comme un animal. Quand on est dans un conflit de territoire, on est en train d'augmenter la capacité justement et le volume de sa vessie pour pouvoir uriner plus souvent, plus facilement pour marquer son territoire. On est de nouveau connecté au cerveau primaire. Sauf que le corps ne peut pas s'adapter comme ça justement sur l'agrandissement de la vessie permanente. Donc il va réadapter la situation pour combler à nouveau la vessie. Et pour la combler, imaginons qu'elle était comme ça et qu'elle a augmenté, augmenté. Et pour la combler, il va devoir fermer une cavité. Et donc l'espace que vous voyez entre mes 2 pouces ici, c'est ce qui va être comblé par des bactéries pour pouvoir refermer complètement la cavité de la vessie. Donc c'est l'infection urinaire. La myopie, je vous donne plein d'exemples différents parce que c'est des sujets justement qui sont assez vastes, assez larges, mais je pense qu'ils peuvent parler à nombre d'entre vous. Donc la myopie, c'est de se dire qu'en fait, il y a un danger qui est tellement proche que je dois regarder vraiment devant moi que j'oublie de regarder le lointain. Et donc finalement, ma vue va s'adapter en permanence et va se concentrer toujours sur le danger proche à moi pour éviter justement de le rater, pour ne concentrer sa vue que sur ce qui est devant et on oublie de regarder au bout. Donc concrètement, la vue s'adapte en permanence et va focaliser à ce moment-là là-dessus. Et on le voit souvent sur l'aspect familial, on voit souvent que la myopie va travailler du coup de famille en famille, va s'hériter. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher quel était ce danger proche à l'initiation qui fait que les autres enfants ont récupéré des symptômes. Mais ça, c'est la partie psychogénéalogie sur laquelle j'arriverai tout à l'heure. Le cancer du sein. Donc le cancer du sein, c'est tout un sujet. Bon, là en plus, j'enregistre cette formation en octobre et donc nous sommes sur la saison octobre rose. Dans les grandes lignes, le cancer du sein, c'est un conflit de refaire le nid. Donc on appelle ça le conflit du nid.
Donc en fait, on vient rajouter de la matière à un endroit qui va venir justement vouloir compenser une situation émotionnelle par rapport à la crainte pour un proche, pour un enfant, pour un parent, etc., etc. Donc le cancer du sein, on va avoir beaucoup de subtilités que je ne vais pas étaler ici. Mais si c'est cancer droit, cancer gauche, si c'est mammaire, canalaire, si je suis droitière, si je suis gauchère, donc il y a tout un tas de résonances et on va cibler vraiment de manière un petit peu plus précise à chaque fois par rapport à tous ces éléments-là. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est de se dire que si je suis inquiète pour un de mes enfants, un exemple peut-être assez synthétique, je pense qu'il peut parler, c'est de s'imaginer voilà, que je suis une mère de 60 ans qui a voilà, eu des enfants et l'un de mes enfants m'annonce qu'il vient de perdre son travail. Ça, c'est un exemple qui va être assez parlant puisque finalement, moi, en tant que mère de 60 ans, je peux peut-être avoir l'urgence émotionnelle de me dire, oh là là, mon fils ne va plus pouvoir se nourrir. Puisque s'il n'a plus de travail, il n'a plus d'argent, il n'a plus de nourriture. Donc là, danger imminent. Donc c'est un exemple hypothétique qui s'est bien sûr déjà vu, mais surtout je vous en parle en disant c'est pas parce que mon fils perd mon travail que ma mère, enfin que le fils et que la mère du coup va développer ça. Bien sûr que non. C'est un ressenti qui peut avoir en tout cas été retrouvé de cette femme, mère, qui va à ce moment-là inconsciemment avoir ce conflit et va, pourquoi pas, programmer dans son corps justement une réaction pour pouvoir combler ça. Sauf qu'elle n'est plus capable d'allaiter, donc elle va créer un excès de cellules à cet endroit-là pour pouvoir justement pallier à ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de se voir aussi parfois qu'on a retrouvé dans beaucoup de femmes qui avaient été autopsiées à partir d'un certain âge pour des morts soit naturelles, soit de maladies ou quoi, des cancers du sein en fait qui n'avaient pas évolué, c'est-à-dire que le corps avait trouvé une solution à chaque fois de réadaptation. Dans mon exemple-là, peut-être que l'enfant avait retrouvé du travail, le conflit n'avait plus lieu d'être, donc finalement, il n'y a plus de sujet émotionnel chez la mère. Ce qui va être important, c'est peut-être de creuser toujours cette répétition. Pourquoi j'ai peur que mon enfant manque de nourriture? Et c'est là où je vais pouvoir aussi aller voir l'aspect répétitif. Le foie. Alors le foie, j'aime bien en parler volontairement dans cette formation, enfin dans cette conférence, pardon. J'en parle aussi en formation, voilà, pour le lapsus. Parce que en médecine chinoise, qui est donc une médecine qui a des années d'avance, je dirais, sur la corrélation entre les organes et les émotions, on va plutôt parler en général de la colère, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que vous allez tous peut-être pouvoir déjà entendre ou avoir entendu. Nous, dans le décodage, ça a plutôt été rattaché à la vésicule, tout ce qui était au niveau de la colère. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contradictoire, parce que finalement, on est sur des organes un peu précis et généraux en même temps. Mais nous, en décodage, moi j'aime bien l'amener comme ça, on est plutôt en train de travailler le manque. Donc, quand on est dans des masses au niveau du foie, c'est certainement qu'on est en train de rajouter justement de la force parce qu'on manque de quelque chose. Et en général, ce qui a été ciblé, c'est plutôt un manque au niveau de quelqu'un dans la famille, au niveau de l'argent, au niveau de la nourriture et au niveau de la foi dans quelque chose, qui est souvent un des, je dirais, des dérivés plutôt des points principaux. Donc on retrouve assez souvent quand même des corrélations. En voyant cette conférence, certains d'entre vous peuvent peut-être se dire bah oui, mais bon, par exemple, mon grand-père, il a fait une cirrhose, mais c'est parce qu'il buvait de l'alcool. Effectivement, mais il buvait de l'alcool parce qu'il y avait déjà justement une mémoire de manque. En général, quand on a un sujet avec l'alcool, c'est souvent en lien avec l'absence d'un parent dans notre famille. Donc là aussi, pareil, en travail familial, on le refait circuler justement. On retravaille justement sur la présence des personnes, etc., dans l'arbre. Donc pour revenir à cet exemple de cirrhose, si j'ai bu de l'alcool, c'est que j'ai compensé déjà un manque et ce manque a continué en fait de se perpétuer par mon foie. Donc l'alcool a effectivement été quelque chose qui s'est imbriqué dans mon foie, bien entendu, mais de toute façon, le manque était déjà là, donc c'est le foie qui était déjà en souffrance. Voilà. L'ovaire polykystique. Donc là aussi, on a plusieurs sujets. Donc on peut avoir un conflit émotionnel intérieur entre je veux faire des enfants, mais j'ai pas le bon partenaire, par exemple, ou je ressens que c'est pas le partenaire actuel
ou que c'est pas le bon moment. Et donc là, je vais créer en fait des excès de cellules dans mes ovaires, c'est-à-dire que j'ai cette envie-là, mais je suis bloquée dans mon projet. Donc on crée des excès de cellules. Et on peut avoir le rattachement à la maternité par rapport aussi à ma propre mère, en fonction de comment se situent les ovaires, à quel âge ils ont démarré, etc., etc. On le travaille. Mais globalement, il y a un conflit à la maternité. Donc, soit j'ai pas eu la sensation d'avoir la bonne mère quand j'étais enfant, dans sa protection, etc. Soit peut-être aujourd'hui, je ne vis pas du coup la relation la plus, je dirais, engageante pour mon émotionnel sur le partenaire que j'ai par rapport à mon projet de devenir maman. Ensuite, alors c'est très féminin comme sujet aussi encore, on va être sur l'endométriose, qui est un sujet très courant. Et je trouve que c'est un point très important parce qu'on le voit beaucoup sur le besoin de faire migrer le nid. Donc tout à l'heure, dans le sein, on voulait reconstruire le nid, on voulait rajouter en fait, hein. L'endométriose, c'est plutôt de se dire qu'on a eu des conflits pendant l'enfance. C'est souvent entre 0 et 10 ans que ça va se programmer. Et notre corps, en fait, essaye de migrer à l'intérieur de lui-même parce qu'il se dit que le nid là dans lequel il baigne n'est pas forcément celui qui le sécurise. Et donc, il va essayer de trouver une autre solution. Et c'est là où on va effectivement avoir des symptômes d'endométriose. Donc ça aussi, on peut le travailler en allant justement reprendre les conflits de l'enfance entre les parents, etc., etc. Donc voilà, j'aime bien vous donner cette image finale de justement de ce côté-là des symptômes. Alors bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave, la logique est la même. Justement, de venir reprendre que chaque situation a une résonance, a justement une histoire, et que le corps ne trouve rien par hasard. De toute façon, vous le voyez bien, le hasard, c'est un grand sujet, grand et vaste sujet. Donc si je suis malade à ce moment-là, est-ce que c'est du hasard? Voilà, je vous laisse juger votre réflexion sur ce que je viens de vous expliquer. Alors, pour finir avec l'aspect décodage, je voudrais vous parler du décodage qu'on appelle le décodage de vie, parce que on n'a pas que du décodage médical quand on travaille ensemble, on a aussi justement des éléments qui se passent dans notre vie et qui viennent nous rappeler justement ce qu'on a besoin peut-être de travailler. Alors, on peut avoir un métier particulier. Typiquement, si je reprends l'exemple de l'abandon avec la mère et l'enfant, voilà, tout à l'heure j'en ai un peu parlé dans l'histoire de l'eczéma et du schéma familial, eh bien peut-être que déjà depuis toute jeune, je suis passionnée pour travailler avec les enfants. On le sait aujourd'hui, vraiment, les métiers qui sont rattachés à l'école, à la petite enfance, à la puériculture, etc. Tout ce qui va toucher à l'enfance, on est souvent en train de guérir une mémoire d'abandon ou une mémoire effectivement en tout cas d'absent entre le parent et l'enfant. Et quand on parle d'absence, c'est parfois émotionnel, pas forcément physique. Donc le métier qu'on fait a toujours une résonance, on vient guérir quelque chose par notre métier. Notre prénom porte une histoire. En plus, on va en parler tout à l'heure, mais on a souvent un deuxième, un troisième prénom qui peut venir justement rappeler une histoire familiale. Donc, ce qu'on porte ne veut pas dire qu'on va être, je dirais, forcément porteur de l'émotion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai le prénom de ma tante qui est décédée tragiquement que je vais forcément finir comme elle. Voilà, je veux vraiment enlever tout de suite cet amalgame, pas du tout. Par contre, si je développe peut-être quelques réadaptations de mon corps, comme on a parlé avec les symptômes, quelques émotions qui sont difficiles ou quelques situations de vie qui me gênent, eh bien, sachant que j'ai ce deuxième prénom, je vais peut-être pouvoir déjà aller investiguer sur l'histoire de cette personne et quels étaient justement ces barrages, ces blocages et ces émotions qui ont été compliquées. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que c'est fataliste. C'est ça surtout que je veux amener ici. Ensuite, dans les décodages, on va analyser aussi les récurrences. Donc, pourquoi finalement je me rends compte qu'il y a un certain chiffre qui peut revenir dans ma vie. Et ça, on le voit difficilement soi-même. Moi, je me rends vraiment, vraiment compte en séance, puisque je fais souvent des séances, enfin, je travaille tous les jours en thérapie individuelle, et je me rends compte vraiment que les récurrences, elles ne sont pas vues personnellement, tout simplement parce qu'en fait, notre corps, il est bien fait. Il a une espèce d'œillère, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a un mental qui est là, qui est présent et qui ne nous montre pas facilement toutes les choses. Il essaye juste, en fait, de rééquilibrer pour notre bien-être. Donc, il n'a pas forcément envie d'aller voir là où ça fait mal, entre guillemets.
Donc moi, mon travail, c'est aussi d'aller se dire: «Ah mais tiens, par exemple, bah, peut-être que dans la thérapie, ça fait 3 fois que tu me dis, 6 mois et donc je vais essayer d'aller voir déjà qu'est-ce qui s'est passé à 6 mois». Voilà, c'est des petits brides, en fait, qui sont intéressants et qui nous permettent de comprendre vraiment comment les récurrences, elles peuvent s'imbriquer dans notre vie et elles peuvent nous donner des messages d'alerte. Donc pour ça, on a pas mal d'outils, pour pouvoir analyser les récurrences. Ensuite, alors, les peurs, les grandes peurs, elles ont une importance. Pourquoi peut-être je suis une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant et j'ai la peur fondamentale d'accoucher. Voilà, pourquoi? Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi je suis un jeune homme terrifié par une araignée? Tout ça, ça a une résonance. La petite parenthèse pour les peurs d'araignées, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez commun. On vient souvent chercher dans l'histoire familiale quelle reine a régné. Donc il y a un jeu de mots qui est important. Donc on peut chercher peut-être l'histoire d'une femme forte, mais trop forte, peut-être qui a généré de l'emprise, peut-être qui a généré de privation de liberté, etc., etc., etc. Donc on cherche ces pistes-là. Ensuite, on a des messages dans nos rêves. Donc ça, c'est intéressant parce que notre inconscient, donc on va retravailler dessus après, notre inconscient visualise beaucoup, beaucoup de choses dans nos rêves et donc lui va vraiment tourner en permanence et il va être capable de nous passer des informations. Donc soit il est capable d'ailleurs de réguler des choses tout seul, donc dans la phase de repos, dans la phase effectivement de nuit, notre corps est toujours en train d'essayer de justement de répéter et de guérir ce qui s'est passé la journée. Soit il y a des éléments qui sont conséquents sur lesquels il faut approfondir, c'est-à-dire que là, il n'est pas capable de trouver une adaptation sur la nuit même et donc on va avoir des rêves peut-être réguliers ou peut-être quand on vient en séance. Ça m'arrive assez régulièrement que les personnes qui viennent me consulter me disent: «Ah bah c'est bizarre, j'ai rêvé de ça juste avant de venir». Bah non, c'est pas bizarre, on va du coup analyser ça un petit peu plus en profondeur. Et même des personnes qui n'ont pas l'habitude de rêver en fait, hein, donc ça c'est aussi un petit point intéressant. Et donc, le dernier point, ça va être les triades. Donc, globalement, c'est la relation entre la mère, le père et l'enfant. Voilà, plus ou moins jusqu'à 10 ans. On imagine que la manière dont les trois communiquent les uns avec les autres, les trois se dynamisent. Donc ça, on le travaille aussi beaucoup en répétition de vie, justement, tout ce qui a pu se passer. Et d'ailleurs, dans mon atelier, j'ai un atelier en ligne, en e-learning, dans lequel justement je dispense un exercice précis sur cet exercice-là pour vraiment analyser ce que on va dire ce que mon inconscient a gardé en fait, hein, de la mémoire de l'enfance, de comment se passait la communication dans le trio, chose que je ne fais pas forcément toujours en séance individuelle parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais voilà, l'atelier, il amène aussi des petites pratiques supplémentaires par rapport à la séance individuelle, notamment sur les triades. Alors, si je continue du coup en clôture de décodage, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de se dire ça. Le décodage vise à rendre l'individu acteur et responsable et non plus spectateur. Donc, qu'est-ce que j'en fais? On est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que si j'ai mal quelque part, si j'ai quelque chose qui se répète en permanence dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais commencer à regarder ce que la vie me rappelle et ce que j'ai besoin justement d'aller comprendre. Et cette phrase que j'adore, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime de Carl Jung, dont je vais vous parler juste après, c'est vraiment de se dire que tout ce qui n'est pas dit, chose qui était très habituelle en plus dans les générations précédentes, bien entendu, eh ben, va s'engrammer dans le corps, va s'encoder. C'est le corps qui trouve la solution de l'exprimer dans le corps, dans notre ADN, dans notre génétique. Et c'est ce qui fait qu'après, on va arriver aussi sur le transgénérationnel. Donc ce que je vis moi ici dans ma vie, avec mes maladies, mes douleurs, mes souffrances, etc., tant que je ne les ai pas comprises, on a aussi effectivement de grandes chances que ça se répète sur les générations d'après. J'espère que c'est clair, je ne peux pas vous demander les questions, mais bien entendu, vous pouvez me poser des questions par message privé, par email, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez rebondir ou si vous souhaitez approfondir. De toute façon, dans le YouTube, vous avez en dessous la possibilité d'écrire des commentaires. Donc, je répondrai bien entendu à vos questions, à vos commentaires dès que vous les postez. Donc, on va pouvoir maintenant rebondir sur la psychogénéalogie et le transgénérationnel avec ce bel arbre qui vous dit à quel point justement on est en train de vivre à travers aussi l'histoire de plusieurs personnes. Alors, on reprend la même logique, on va aller voir l'histoire
D'où vient la psychogénéalogie? Alors, on a Anne Ancelin Schutzenberger dans les années 70 qui était du coup psychologue et qui justement a commencé à comprendre l'intérêt d'aller investiguer les schémas familiaux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça lui est venu de Françoise Dolto. Ça lui est venu de Françoise Dolto, puisque Françoise Dolto était une pionnière dans la parentalité. Elle a révolutionné le monde de la parentalité et la façon effectivement sur laquelle on a ouvert le monde en termes de communication avec l'enfant, donc de faire exprimer l'enfant. Et bah, concrètement, Anne Ancelin était allée voir Françoise Dolto puisqu'elle avait justement des sujets à travailler dans la relation parent-enfant avec son expérience personnelle. Et c'est Françoise Dolto qui lui a dit, eh bien, pour améliorer ce qui se passe avec ta fille, bah, va déjà voir l'histoire de ta grand-mère. Et c'est de là que les thérapies ont émergé. C'est de là que Anne Ancelin a commencé à mettre en place beaucoup d'outils sur comment faire un arbre généalogique, comment travailler vraiment la psychogénéalogie avec ce qu'on appelle le génosociogramme. Donc construire un arbre familial en y mettant les événements, des dates récurrentes, en pouvant analyser une histoire de vie, etc., de manière consciente sur toute l'histoire familiale. Ensuite, on a Carl Jung. Carl Jung qui, lui, donc je dis ensuite, mais ce n'est pas dans le bon ordre, mais c'est juste pour vous travailler un peu les étapes. On a Carl Jung qui, lui, a travaillé plutôt la théorie de l'inconscient. La théorie de l'inconscient qui avait été complètement rejetée par Freud. Et donc, Carl Jung avait travaillé avec Freud sur ses travaux. Et finalement, lui, il a investigué vraiment de manière complémentaire l'inconscient, le monde inconscient et tout ce qui allait avec. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est assez intéressant, je trouve, de se poser cette question-là. C'est que Freud avait complètement rejeté à un moment donné les théories de l'inconscient en partant du principe que pour lui c'était le conscient et tout le reste n'existait pas. Et finalement, il est décédé d'un cancer de la gorge qui est plutôt raccrochée à ce qu'on va exprimer. Et il a toujours affiché le fait qu'il était d'une famille qui ne s'exprimait pas du tout et la parole était bannie. C'était une interdiction totale de s'exprimer. Donc voilà, vous faites le raisonnement que vous voulez par rapport à ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le corps s'exprime. Donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc l'intérêt vraiment d'exprimer nos émotions, que ce soit verbalement ou par un autre outil. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ça, c'est aussi plein de choses que je donne dans une formation énergétique d'ailleurs. On a plein d'outils pour aller travailler notre corps, qui soit par la parole, ok, mais aussi par le dessin, par la danse, par l'alimentation, par une activité, etc., etc. On a plein d'autres outils aussi pour exprimer ce que le corps a besoin justement de rééquilibrer. Donc, l'inconscient a aussi été travaillé en termes de symbolisme, c'est de dire vraiment que chaque comment dire, message de l'inconscient voilà, a un symbole. Mais nous, aujourd'hui, on a de la difficulté à aller lire les symboles. Par contre, c'est quelque chose qui était assez courant. On voit bien que dans les civilisations précédentes, on travaillait beaucoup avec le symbole. Nous, on l'a perdu, on va dire, les derniers siècles. Mais autrement, si vous reprenez un petit peu les Mayas, qui travaillaient aussi beaucoup avec les mandalas, si vous reprenez les Égyptiens et tout ça, tout avait un symbole. L'animal avait un symbole, etc., etc. Bien tout simplement parce que notre inconscient ne communique que par le symbole. Donc, quand il nous envoie typiquement des récurrences avec certains chiffres, donc typiquement un nombre d'années précis qui va revenir, on a clairement un symbole sur peut-être l'âge d'une certaine personne dans notre histoire familiale qui aurait vécu un traumatisme. C'est le symbole de notre inconscient. Et donc, comment on peut travailler avec notre inconscient? C'est en répondant de la même manière avec des actes symboliques. Voilà. Et donc là, on a aussi deux grandes références pour ça. Nous avons Alejandro Jodorowsky qui, lui, fait du psychodrame, de la psychomagie, etc. C'est-à-dire que lui, il a mis en place tout un système d'action à pouvoir mettre en place justement en résolution d'un conflit qui passe par des mises en scène. Voilà, avec d'ailleurs, vous pouvez entendre aujourd'hui les constellations familiales, par exemple. Et on a Elisabeth Horowitz qui, elle, a écrit beaucoup d'ouvrages sur le symbole, sur le symbolisme et sur des actes symboliques que nous pouvons faire justement soi-même pour pouvoir se libérer en fait et répondre à l'inconscient sur le lien conscient et inconscient. Ce
qui est important, c'est que l'inconscient nous envoie des signaux. Tant que c'est devenu conscient, on a besoin, pour finir, de faire le pont entre le cerveau gauche, le cerveau droit, parce qu'il y en a un qui va gérer l'émotionnel, l'autre qui va gérer le rationnel, pour pouvoir faire une soupape, un espèce de reset, une remise à niveau. Et ça, c'est l'acte symbolique quand on fait quelque chose dans la matière qui va nous l'apporter. Donc moi, je travaille beaucoup avec les actes symboliques. Ce qui est déjà vu dans la conscience collective sur la psychogénéalogie, avant de vous expliquer comment ça fonctionne concrètement dans le corps, c'est des choses assez essentielles, je trouve, qu'on n'a pas forcément répétées et que je vais peut-être vous réouvrir ici. Donc notamment, on a les chrétiens qui, eux, ont un verset pour dire les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en sont agacées. Donc concrètement, c'est le père qui mange du raisin pourri, mais c'est le fils qui a mal aux dents. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort, je trouve, de savoir que c'est déjà dans la Bible et qu'on avait déjà un lien qui était fort ici sur l'action-réaction entre le vécu émotionnel d'une personne et le symptôme qui en découle. Ensuite, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire des prénoms. On peut avoir des prénoms qui se répètent. On le voit assez souvent dans nos cultures actuelles que quand on commence à investiguer un arbre familial, que le prénom du père était le prénom du père, qui était le prénom du père et qui était le prénom du père. Donc on retrouve comme ça. On retrouve ça aussi chez la mère. Donc on retrouve des choses qui se répètent, mais c'est en général pas seulement l'histoire qui veut se répéter, c'est vraiment une charge, une responsabilité de reprendre le rôle familial, la responsabilité qui va avec. Et j'aime bien aussi en profiter pour rebondir là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, parce que c'est très éveillé, c'est très discuté, du poids des femmes pendant les générations précédentes, sur le fait que la femme n'avait pas sa place dans la société, etc., etc., du point de vue général. Donc c'est un travail qui se contrebalance déjà concrètement depuis plusieurs années et une conscience collective qui s'est clairement ouverte par rapport à ça. Par contre, on parle encore très peu du poids des hommes. Et moi, j'aime bien l'amener à ce moment-là, parce qu'on a malgré tout beaucoup de pression sur le masculin. Et moi, je le vois vraiment dans beaucoup de mes séances, que ce soit avec l'homme adulte ou que ce soit avec le petit garçon aujourd'hui, qui est donc le fils de. Et moi-même, qui ai deux petits garçons, je le vois concrètement, le poids des hommes qui peut vraiment travailler directement et qui n'est pas évident pour eux en termes d'adaptation. C'est ce poids des responsabilités, c'est ce poids de l'excès de yang. Alors, il y a le yang, il y a le yin, donc ça, je ne vais pas trop m'étaler aujourd'hui parce que sinon, à nouveau, elle ferait 5 heures cette conférence. Mais ça, on le travaille beaucoup aussi en séance. On a vraiment ce stéréotype peut-être aussi de l'homme qui a été violent, etc., etc. Donc, il y a tout un rééquilibrage à faire aussi sur le poids du masculin, sur ce poids des responsabilités familiales, financières, sur les mémoires de guerre, sur tout ce qui a en fait blessé le masculin les générations précédentes. Dans le taoïsme, on a aussi tout un calcul qui se fait sur les 9 générations à la naissance d'un enfant. Donc vraiment, on part sur la destinée d'un enfant en lien avec ces 9 générations-là. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez conséquent parce qu'on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est clair, qui est précis pour ces cultures-là. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, dans les cultures aussi asiatiques, on a souvent daté la date de naissance d'un enfant du jour de la naissance moins 9 mois, parce que finalement, tout ce qui s'était programmé pendant la gestation avait un impact et déterminait déjà l'âme. Et donc là, on va parler d'incarnation, on va parler de projet d'âme, etc., etc. Et enfin, donc dans les cultures musulmanes ou même juives d'ailleurs, on a souvent ce nom de famille qui commence par Ben et qui veut dire clairement fils de. Donc voilà, on a ce poids familial à nouveau qui revient. Nous, on le retrouve aussi, ce poids du nom de famille. Dans nos cultures, on a réadapté à nouveau la structure, puisque maintenant, on peut donner le nom de la mère, chose qui n'était pas le cas avant. Donc, on avait vraiment ce poids familial et on peut retrouver souvent des connotations de ce type-là dans les échos de famille, de se dire on ne peut pas salir le nom, etc., etc., etc. Donc ça, c'est des mémoires qui sont très fortes et qui peuvent nous impacter aujourd'hui. Alors, si on continue un peu sur l'histoire, je voulais vous parler tout simplement de la distinction de la psychogénéalogie et du transgénérationnel. Pour ça que je suis arrivée justement sur cette histoire-là, c'est de vous montrer que finalement, sur Anne Ancelin Schutzenberger, on travaillait beaucoup le conscient familial.
C'est-à-dire qu'on refaisait un arbre, une structure, on allait chercher des prénoms, des dates, des histoires, des événements marquants, etc. Et on était en train de reprendre vraiment les répétitions qui étaient conscientes. Le transgénérationnel, en fait, on va plutôt directement dans l'inconscient. Tout ce qui a été répété, on va parler même de crypte, c'est-à-dire tout ce qui a été mis dans une petite boîte dans le corps pour schématiser un peu le sujet et qui se passe de génération en génération. On a un peu cette image aussi de la patate chaude qui est pas toujours bien repris non plus dans le monde du transgénérationnel, dans le sens où c'est pas forcément une patate chaude qu'on se relaye, c'est vraiment en fait qu'on a une mission collective familiale de venir régler des conflits. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc nous, on n'est pas là pour juger l'histoire familiale. Les événements parfois ont été dramatiques, ont été parfois traumatisants, ont été douloureux, etc. On a peut-être des personnes qui ont commis des fautes, on a peut-être des personnes qui ont subi des violences, etc. Alors déjà, pour vraiment schématiser, dédramatiser, on a tous connu ça. Ça, c'est la première chose aussi de se dire, en fait, c'est pas si pire chez moi qu'ailleurs, parce que finalement, on porte tous une histoire familiale avec plein de personnes, avec plein de vécus. Et il y a toujours eu des histoires qui ont été très douloureuses et très difficiles. Ça, c'est la première chose. La bonne chose, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des outils pour libérer ça. Et libérer aussi, du coup, nos familles, même si elles ne sont plus aujourd'hui dans la matière, mais leurs émotions sont restées dans la matière. Donc, libérer ces vécus-là. Et ça, je dirais que c'est vraiment la chance qu'on a de travailler sur ces thérapies-là, de travailler dans ces accompagnements pour pouvoir libérer ce qui s'est passé avant, enfin les entendre finalement, enfin entendre l'histoire et pouvoir accepter aussi de travailler personnellement pour libérer les générations d'après. Et ça, je trouve que c'est vraiment un pas de géant. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe dans le corps, parce que de me dire que mon arrière-grand-mère elle a vécu un traumatisme qui pourrait m'impacter, c'est peut-être un peu compliqué au niveau du corps physique, émotionnel, de dire ouais, enfin bon, moi, je la connais pas, donc je vois pas du tout le rapport. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler, vous voyez ça ici, l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est tout simplement ce qui vient se programmer au-dessus de la génétique. Donc on est bien tous d'accord ici de se dire qu'on est un enfant justement qui vient d'un mélange d'un père, d'une mère, donc d'un ovule, d'un spermatozoïde qui viennent se féconder et qui viennent créer justement toute une batterie de chromosomes. On a une branche père, une branche mère, enfin on schématise un peu à nouveau dans la généralité, puisque concrètement c'est plutôt des fragments, mais peu importe. On vient en fait nous récupérer des codes génétiques. Donc aujourd'hui, on peut se le dire, on peut avoir les yeux de la grand-mère, on peut avoir le corps du grand-père, on peut avoir typiquement peut-être le caractère de l'arrière-arrière-grand-mère parce qu'on a la chance d'avoir entendu parler d'elle, etc., etc. Eh bien, finalement, pourquoi ce serait que du physique, tout ça? Ben non, il y a aussi de l'émotionnel. Donc, moi, ce que je vais vous expliquer ici, dans les grandes lignes à nouveau, c'est qu'en fait, l'épigénétique, c'est ce qu'on voit ici, c'est vraiment ce qui se met au-dessus et qui en fait va réguler et modifier le comportement des gènes. C'est ça qui est vraiment très important. Et dans une autre vidéo que vous voyez dans ma page YouTube, je parle même d'exemples concrets, je parle d'ailleurs d'un exemple personnel de mon fils. C'est la vidéo de la présentation de la psychogénéalogie où je donne beaucoup plus de temps dédié en fait à cette partie-là où je vous explique vraiment avec des exemples concrets ce qui s'est passé dans certaines génétiques et voilà, notamment dans mon exemple personnel. Donc, si les gènes sont recouverts, entre guillemets, par des petites bulles, donc cette épigénétique qui vient vraiment, on va dire, se greffer en fait, comme ça sur la lecture de notre ADN, eh bien le corps ne peut pas lire la bonne information. Il ne va pas avoir accès en fait à l'ADN sain, entre guillemets. Il va d'abord travailler la petite bulle qui est au-dessus. Et c'est ça qui va être intéressant, puisque cette bulle-là d'épigénétique, elle est en constante évolution. Elle est en train de se modifier en permanence déjà par l'environnement, puisque ce qu'on travaille aujourd'hui dans notre environnement, comment on vit notre vie, etc., ça va avoir un impact. Et aussi, justement, par rapport à notre histoire familiale. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est de se dire que tout ça, ça s'est répété de famille en famille, cette épigénétique, il a traversé. Et en général, concrètement, une émotion qui n'a pas été digérée dans les générations précédentes, elle est venue s'engrammer sous une certaine forme dans l'épigénétique de la génération suivante et encore plus conséquente sur la génération d'après et encore plus conséquente sur la génération d'après jusqu'à ce que moi, aujourd'hui, je me dise, mais ça ne me convient pas, je ne peux pas vivre comme ça, j'ai besoin d'aller travailler ce sujet-là.
soit parce que j'ai une maladie qui me l'a montré, soit parce que concrètement, j'ai envie d'aller voir un peu mon histoire familiale. Je n'ai pas besoin non plus d'être malade pour avoir à travailler la psychogénéalogie. Donc, quelques petits exemples rapides quand même pour vous illustrer ça ici. On a des rapports scientifiques que j'ai postés sur mon site internet dans l'onglet de la psychogénéalogie en PDF qui montrent vraiment des symptômes concrets de la malnutrition des petits-enfants des personnes qui avaient vécu la famine aux Pays-Bas en 1945. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, on a eu une grosse famine dévastatrice, les personnes ont manqué de nourriture, mais ont continué après à vivre leur vie. Eh bien finalement, ces petits-enfants-là avaient ces symptômes de malnutrition. On a découvert du coup plusieurs corrélations en lien avec ça. Ils avaient ce syndrome de malnutrition alors qu'ils n'avaient pas vécu eux-mêmes la famine. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent dans le monde aujourd'hui médical et qui a donc été bien répertorié. Une petite aussi parenthèse que j'aime bien faire quand je parle de ça, c'est de vous faire visualiser aussi le fait que quand je viens au monde, je suis déjà en fait porteur de l'histoire familiale puisque je vivais déjà dans le ventre de ma grand-mère. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu me racontes, Estelle? Eh bien, c'est assez simple. C'est qu'en fait, chaque maman porte déjà ses ovocytes, qui sont donc les ovules en devenir, dans son ventre au moment où elle est dans le ventre de sa maman. Donc pendant sa gestation, elle porte déjà ses ovocytes à l'intérieur. La petite fille, quand elle vient naître au monde, elle vient naître avec sa réserve ovarienne qui est déjà là et qui va du coup s'écouler de cycle en cycle jusqu'à la ménopause. Eh bien, donc concrètement, si vous imaginez que moi, dans mon exemple, j'étais un ovocyte de ma maman, qui était du coup dans le ventre de sa maman, donc concrètement, moi aussi, j'étais dans la gestation de ma grand-mère. Si vous arrivez à voir, visualisez vraiment une femme enceinte, un bébé à l'intérieur, avec un petit œuf encore à l'intérieur, et bien moi aujourd'hui, je suis ce petit œuf, donc je suis déjà connectée à ma grand-mère, alors que je ne la connais peut-être pas. Mais tout ce qu'elle a vécu, cette grand-mère, je l'ai à l'intérieur de moi, c'est déjà dans mes gènes. Donc ça, c'est la partie ovocyte. La partie spermatozoïde aussi porte beaucoup de mémoire. Le spermatozoïde, il a une vie plus éphémère parce qu'il se renouvelle en permanence. Donc on n'est pas sur le système de la réserve ovarienne. Mais lui, il a absorbé aussi tout un mécanisme de neurotransmetteur qui va venir justement aussi retravailler sur la conception parce qu'on ne travaille pas que la lignée maternelle, on travaille aussi la lignée paternelle. Les FIV par don. Alors ça, c'est quelque chose qui est juste incroyable, je trouve, dans le monde de la découverte de l'épigénétique. C'est qu'en fait, ça a été bien analysé, le fait qu'on pouvait implanter justement un embryon qui, si je schématise aussi un peu l'histoire, était voué brun aux yeux bruns, parce que des parents bruns aux yeux bruns, des familles brunes aux yeux brunes, etc., aux yeux bruns, pardon, vous allez imaginer que cet embryon qui va être implanté dans un ventre d'une maman blonde aux yeux bleus, eh bien, va être capable de se modifier. Sa génétique se modifie et il va être possiblement, et donc ça a été prouvé d'ailleurs, en train de développer des yeux bleus et donc aura les yeux bleus, alors que finalement, il avait une génétique qui était prédisposée aux yeux marrons. Donc si ça fonctionne avec le corps physique, à nouveau, pourquoi pas avec les émotions. Donc ça, c'est aussi intéressant pour faire l'analogie avec justement les enfants procréés avec de l'aide médicalisée ou les enfants adoptés, etc. Eh bien, l'enfant s'imprègne de son environnement. Donc finalement, la famille d'adoption, la famille qui a assisté à la procréation, donc celle qui va élever l'enfant, elle aura le même code épigénétique que l'enfant. Donc l'enfant va travailler sur sa génétique directe. Et d'ailleurs, à nouveau pour la petite parenthèse, ça a été prouvé en recherche que l'enfant qui avait des choses à travailler sur ses lignées familiales d'adoption, eh bien, en ayant retrouvé la famille biologique, les émotions étaient les mêmes dans la famille biologique. Donc en fait, à nouveau, on va revenir sur un concept clé. On ne choisit pas ses parents par hasard. On choisit ses parents parce qu'on a des choses à travailler, on a des choses à libérer. Et donc finalement, on choisit cette famille-là parce qu'on a besoin de cette mémoire cellulaire pour passer certaines évolutions personnelles. Un autre élément qui est en train d'être travaillé là depuis à peu près 2 années, ce sont les symptômes d'anxiété qu'on retrouve chez beaucoup de personnes et qui ont été associés aujourd'hui à beaucoup de traumatismes de guerre. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Et là, on a vraiment des recherches concrètes qui ont montré en fait que les enfants, les petits-enfants de certaines personnes qui ont vécu la guerre, eh bien, ce sont les enfants, les petits-enfants qui développent les syndromes de l'anxiété. Qui développent vraiment des angoisses très conséquentes, peut-être de l'agoraphobie, peut-être plein de choses vraiment qui empêchent de vivre. Donc ça, c'est un point très important aussi dans l'avancée.
parce que je pense vraiment sincèrement que les histoires de guerre dans nos familles sont parfois oubliées et pour autant, elles ont souvent eu des conséquences très complexes, et il peut y avoir vraiment encore beaucoup de choses à dénouer de ces histoires de guerre-là, dans notre corps physique à nous aujourd'hui. Donc la transmission génétique, j'aime bien ce dessin-là pour vous montrer vraiment que vous avez ici vos racines qui déterminent tout votre ADN et qui vont vous faire fleurir vous ici, à la tête de ce bel arbre. Donc vous avez compris, ça se passe pendant la gestation. On a des différences de transmission entre les fratries puisqu'on ne vient pas travailler la même chose dans une famille. Le premier enfant va peut-être travailler la lignée maternelle, le deuxième enfant va peut-être travailler l'arrière-grand-père paternel, etc., etc. Nous, on travaille beaucoup, en fait, quand on recherche ensemble les éléments, on va identifier beaucoup de choses. On va identifier effectivement peut-être l'aspect physique, mais pas que. Et je vais vous expliquer ça juste après. On va commencer par parler du sablier du temps. Donc le sablier du temps, c'est vraiment de vous dire que le temps s'écoule. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde. Mais en fait, finalement, on va imaginer que le temps s'écoule sur la base de ce qu'on a vécu et de ce qui a été construit dans notre histoire, dans notre inconscient, etc. Alors, globalement, tout se passe pour nous dans ce qu'on va récupérer au moment de la gestation. Et ça va se passer ici. Alors quand je vous dis ça, c'est pas totalement vrai. Il se passe encore beaucoup de choses dans l'histoire familiale, les 10 premières années notamment, qui vont créer des programmes pour la suite, etc. Donc voilà, on va faire un petit peu un partage d'informations, mais là je vais me concentrer plutôt sur l'aspect de la gestation parce que je vais vous illustrer un exemple avec ça. Alors ici, ce que j'aime bien stipuler, c'est que finalement, là, on est en train d'être dans le ventre de sa maman pendant la gestation pour aller créer le fil de notre vie. Et bien ici, qu'est-ce qu'on va porter? On va porter concrètement les 8 générations précédentes. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup aussi peut-être de subtilité, je dirais, dans l'aspect thérapeutique de la psychogénéalogie, entre ceux qui vont travailler les 3 générations, donc nous, nos parents, nos grands-parents, ceux qui vont travailler les 4 générations, d'aller rajouter les arrière-grands-parents, et ceux qui vont aller au-delà. Moi, je vais au-delà parce que justement, j'ai souvent trouvé qu'effectivement, le point d'origine était quand même très haut et qui fait que ça s'est bien cascadé de génération en génération suivante. Donc, c'est un peu comme imaginer une toile d'araignée qu'on a tissée. Eh bien, si je ne prends pas le premier point pour couper, entre guillemets, la source, eh bien, finalement, je peux faire partie d'une des toiles et je peux avoir coupé peut-être avec des émotions familiales d'une des toiles, mais la suite est encore là et la suite va encore se répandre. Voilà. Voilà ce qui est important pour moi et pour ma pratique et pour ma vision du travail. Et vous me direz peut-être tout de suite, oui, mais bon, moi, je ne les connais pas, on en reparle après. Ici, pendant la gestation, on va avoir l'avant-grossesse. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les cultures asiatiques. L'avant-grossesse, 9 mois avant. Le pendant-grossesse, 9 mois pendant. Et on a encore un cycle de 9 mois après. D'ailleurs, on le voit souvent sur les enfants qui ont du mal avec la séparation avec la maman au bout de 9 mois. Parce qu'on est vraiment sur des cycles de 9 mois en permanence. Et puis, ici, c'est ma vie présente. Donc, on se rend bien compte avec ce schéma-là que finalement, je porte quand même plus de mémoire que ma propre vie aujourd'hui. Rappelons-nous aussi de ça, tout ce que je vis aujourd'hui dans ma vie est dirigé par 90% de mon inconscient. Donc ça, c'est quelque chose qui est très conséquent. C'est-à-dire que finalement, même si j'ai l'impression de tenir les rênes, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se sont passées de manière inconsciente que j'essaye de vivre aujourd'hui, qui sont en lien avec l'histoire familiale, avec tout ça, puisque j'aurai à peine 10% de conscient là-dedans. Donc je vais vous donner l'exemple de l'infertilité. Donc ce qui m'est arrivé assez régulièrement, et ce qui arrive à plusieurs thérapeutes, c'est d'avoir une personne qui vient consulter en nous disant, bah voilà, moi je n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc on imagine vraiment cette petite étoile, c'est moi dans ma vie présente qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Syndrome, symptômes, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, entre guillemets, médical dans le sens où j'ai un vrai problème au niveau de mes ovaires, j'ai un vrai problème au niveau de mes ovules, etc. etc. Ou est-ce que ça ne fonctionne pas, mais on ne sait pas pourquoi. Peu importe. On va dire que le raisonnement ici sera le même. On va commencer à analyser un petit peu la situation et on va aller voir que pendant la gestation, peut-être, du coup, de moi en tant que consultante, peut-être que ma maman a subi des peurs,
peut-être qu'elle a eu peur de perdre le bébé, peut-être possiblement qu'à ce moment-là, elle a même été un peu alitée, etc., etc. Donc on peut avoir plusieurs peurs qui sont liées déjà à la gestation. Donc là, on a un premier code en fait qui vient se mettre dans notre corps, parce que moi je viens ici dans cette gestation avec quand même une petite crainte pour mon corps d'être à un moment donné enceinte. Et donc, je vais remonter un peu dans l'histoire. Et là, je vais arriver à la grand-mère. Voilà, faisons simple sur les 3 générations. Je vais arriver à la grand-mère et là, je vais voir qu'elle a eu beaucoup d'enfants, mais des maladies, des morts en guerre, peut-être des morts-nés, peut-être des fausses couches, peut-être des IVG forcés. Il faut se rappeler que les IVG d'époque laissaient quand même beaucoup de traces physiques et émotionnelles, puisque c'était quand même quelque chose de très compliqué jusqu'à la légalisation. Hein. Donc, on n'est pas si loin que ça dans l'histoire familiale. Donc tout ça, ça peut faire un code familial. C'est-à-dire que ici, le code familial, c'est peut-être de se dire, OK, donc j'ai eu plein d'enfants, mais ça a été difficile émotionnellement à passer, ça a été dur de les nourrir, ça a été dur de les voir mourir, etc., etc. Ici, il y a déjà l'appréhension. Le corps a déjà mis une espèce de petite réserve en disant, bon, on va faire doucement et il peut y avoir pas mal de risques. Il y a peut-être pas mal de risques déjà qui se sont manifestés. Et le corps ici, en fait, bah, lui, il va verrouiller inconsciemment. C'est ce qu'on appelle un programme de stérilité inconsciente. C'est de se dire, bon, bah, finalement, regarde ce qui se passe ici. Bah, en fait, ici, on ne va pas faire en sorte que ça fonctionne parce que instinct de survie, je ne veux pas que ça se passe mal pour mon corps. Donc, instinct de survie, je vais plutôt bloquer le programme pour éviter un risque. Et c'est là où on peut travailler justement sur les ficelles. C'est ce qu'on va aussi appeler le projet sens. C'est que ça fait du sens pour moi ici d'avoir un programme de stérilité par rapport à l'exemple dont on parle. Peut-être que, ça arrive assez souvent, je vais finalement pouvoir avoir mon premier enfant et que le deuxième, je n'y arrive pas. Et bien là, du coup, on va pouvoir aller identifier si c'était une deuxième grossesse qui avait posé problème. Et un autre exemple un peu plus opposé, peut-être que finalement j'ai eu vraiment du mal à avoir mon premier enfant et que le deuxième, il est arrivé en retour de couche, c'était pas prévu. Il est arrivé tout de suite, comme une lettre à la poste, comme on peut dire. Et bien forcément, le projet sens initial de se dire, bah fais pas d'enfant, ça va être difficile. Et en fait, il a été déprogrammé, il a été retravaillé. Pour mon corps, ça ne fait plus de sens de bloquer ma stérilité, ma fertilité, pardon, de bloquer ma fertilité, ça ne répond plus à aucun projet puisque le projet initial de me protéger tombe à l'eau vu que là j'ai déjà un bébé et que ça se passe bien. Donc c'est là où en fait on travaille aussi ce qu'on appelle toujours le projet sens. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit a un sens et répond forcément toujours à un projet initial. Donc nos programmes, c'est ça qui va être intéressant, c'est vraiment de se dire qu'on est comme un arbre avec des racines, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, bah, comme un arbre avec des racines, on a besoin de se nourrir de l'énergie familiale, on a besoin de se nourrir de l'histoire. Si on est mal alimenté, parce que l'histoire a été difficile, parce que l'irrigation ne passe plus, parce qu'on a plein de coupures émotionnelles, etc., etc., et bien justement, on ne peut plus se nourrir. D'ailleurs, il y a un super film pour ça, c'est Le Chemin de l'Olivier, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a vraiment un épisode voilà, particulier pour montrer que le fruit va être malade. Donc globalement, nous, ce qu'on peut illustrer, c'est qu'en fait, on est malade de nos ancêtres. L'héritage émotionnel va venir vraiment travailler aussi dans notre corps par rapport plutôt à un ou deux ancêtres référents. On n'a pas, heureusement, hérité de toutes les souffrances de tout le monde. Bon, après, ça peut arriver pour certaines personnes, c'est ce qu'on appelle les paratonnerres, mais bon, là, c'est un sujet encore un peu particulier. Donc, si c'est le cas, bah, voilà, travailler dessus, en tout cas, pour enlever cette foudre familiale, on va dire, que vous avez repris pour libérer toutes les mémoires. Mais globalement, on a en général un à deux ancêtres référents qu'on va rechercher dans l'histoire et qu'on recherche avec le prénom, avec des mois de naissance, des dates de décès, le rang, je vois que j'ai une faute ici de frappe, le rang sans le E. C'est-à-dire si je suis un premier, un deuxième, un troisième, et que du coup mon arrière-grand-père était aussi un deuxième comme moi, etc. etc. Et on voit qu'on s'entoure assez souvent des mêmes types de rangs. Voilà, si je suis un deuxième, peut-être que dans mon entourage, j'ai majoritairement plutôt des gens qui sont aussi des deuxièmes. Voilà, c'est des choses qui travaillent vraiment de manière inconsciente. Et on a aussi les loyautés familiales. Donc les loyautés familiales, c'est globalement de se dire qu'on raisonne en clan et que le clan a des codes, a eu des vécus, a eu des situations, s'est adapté de certaines manières. Et bien moi, dans mon inconscient, j'ai récupéré ces codes pour pouvoir survivre dans ce clan. Et donc concrètement, je m'occupe en fait tout simplement souvent de reproduire des loyautés, de reproduire des histoires de manière inconsciente.
Un exemple assez facile, c'est de se dire que si il y a eu une grosse faillite, par exemple dans ma famille, eh bien peut-être que moi, par loyauté, je vais m'interdire inconsciemment d'être capable de gagner de l'argent. Parce que par loyauté, je n'ai pas le droit de faire mieux qu'eux. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est d'aller enlever justement ces programmes et de s'autoriser à trahir le clan. Ce qui n'est pas évident à dire et à entendre, mais de les trahir dans l'amour, dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'en fait, je deviens mon individualité, je deviens moi dans ce clan, j'accepte ce lien, mais j'accepte en fait de rompre la loyauté inconsciente qui me rattachait à ce clan. Et vous voyez donc cette image que j'aime beaucoup pour illustrer vraiment ce schéma de racines. Et soit je fleuris, soit je dépéris. Voilà concrètement. À nouveau, j'espère que ça va. Je ne peux pas vous poser le temps de questions-réponses dans tout ça. Il y a beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas à écrire au passage à nouveau dans le petit lien en dessous là, pour pouvoir échanger. Donc pour moi, ce qui compte, c'est plus un adulte prendra en charge ses propres traumatismes, moins son enfant aura à en supporter les effets. Donc pour ceux qui me demandent, quand on a besoin effectivement d'accompagner son enfant dans un équilibre, justement, déjà en travaillant sur nous-mêmes, les adultes, puisque globalement, jusqu'à 15 ans, moi je vois quand même beaucoup que l'adulte lui-même suffit dans la thérapie, puisque l'enfant est souvent en résonance. Mais je dis à peu près, globalement, parce qu'après il peut y avoir des petites subtilités en fonction. Il y a peut-être besoin des fois que l'enfant entende certaines choses. Mais la plupart du temps, en tout cas, moi personnellement, je travaille directement avec le parent et ensuite on adapte un certain vocabulaire qui peut être répété à l'enfant pour que l'enfant, lui, arrête de porter le poids familial aussi que nous avons identifié ensemble. Alors, marcher vers son identité. Donc, c'est donc prendre conscience de ses racines pour être bien dans ses branches. Et ça, c'est un dicton de Maureen qui est vraiment super joli, une belle citation qui vient illustrer vraiment ce côté de l'arbre. D'ailleurs, vous voyez dans mon logo, hein, il y a ce côté arbre, il y a ce côté énergie, il y a ce côté racine. C'est vraiment cette notion-là de dire qu'on vit tous imbriqués les uns avec les autres. Et ça, c'est justement la magie de l'inconscient et de l'énergie vitale. Donc maintenant, on va travailler sur l'énergie pour faire un beau rebond et je vais vous expliquer comment ça peut se passer dans notre corps de manière assez simplifiée en fait, j'aime bien aussi, comment dire, j'aime bien aussi canaliser un peu les esprits par rapport au monde énergétique. J'aime bien le rationaliser, parce qu'en fait, l'énergie, elle est subtile, elle est palpable, et parfois, on a peur un petit peu de ce qui peut être dit, de ce qui peut être pensé, alors que finalement, c'est un outil. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup l'énergie en outil d'accompagnement parce que selon ce que le corps nous montre, il y a des points d'énergie qui sont rattachés à ça, qui nous expliquent certaines émotions, qui nous expliquent certaines années de vie, qui nous expliquent aussi certaines lignées familiales, etc. Donc, tout s'imbrique. Donc pour moi, c'est vraiment important d'aller, je dirais, recadrer et d'aller rationaliser vraiment cette partie énergie. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit assez facilement quand on se dit que dans un groupe, quand quelqu'un commence à avoir un fou rire, on a envie de rire. Donc ça, c'est l'énergie qui passe. Quand on a envie d'aller parler avec quelqu'un sans s'en rendre compte et qu'on va passer peut-être toute une soirée à parler avec cette personne, elle nous a attirés, il y avait quelque chose de magnétique. Quand on se dit, tiens, c'est marrant que tu m'appelles aujourd'hui, j'ai pensé à toi ce matin. Ah ouais, oui, parce qu'on a une pensée créatrice. Donc finalement, il y a énormément de choses à travailler sur nos énergies et vous le savez bien, notre cerveau, on le connaît seulement à 10 de ses capacités. Donc, on va parler chakra sans rentrer dans les détails de chakra, mais pour moi, c'est important juste de cibler le fait qu'on a ces points d'énergie ici, voilà, qui viennent réguler vraiment toute la structure de notre corps, que chaque point a un intérêt émotionnel et physique particulier. Donc, typiquement, moi j'aime bien donner cet exemple aussi là, c'est que quelqu'un qui vient me voir avec des symptômes, admettons la migraine. La migraine, je sais déjà clairement que ça va être ce point d'énergie là particulier. Si déjà je sais que les énergies ne sont jamais travaillées et donc peuvent être ce qu'on appelle soit désalignées, soit fermées, etc. Enfin, on a plusieurs thèmes précis pour ça. J'aime bien en parler ouvertement, de dire mais déjà, faisons un peu un rééquilibrage énergétique, parce que si de toute façon ici mon point d'énergie ne tourne pas rond, j'aurais beau faire plein de décodages sur la migraine, j'aurais quand même besoin à un moment donné peut-être de passer par ce corps énergétique qui est la protection de mon corps physique. Voilà. Alors, quels sont les liens justement par rapport à ça? Eh bien, concrètement, l'énergie, pour moi, elle est un outil super parce qu'elle communique avec l'inconscient. L'inconscient, il est vraiment niché dans cette partie-là de notre corps
qu'on peut appeler émotionnel, qu'on peut appeler astral, etc. On a plein de situations. Et en fait, quand on travaille ensemble en aspect thérapeutique, quand on commence à libérer les émotions familiales, on est vraiment pile dans ces couches de corps-là. Donc, on a un corps énergétique, on a un corps physique, mais on a un champ d'énergie subtil. On va aussi peut-être pouvoir imager ça. On peut parfois être dans une période où on est dans une période noire. Typiquement, peut-être que je me suis fait flasher un feu rouge. Peut-être que derrière ça, je reçois une facture d'électricité avec un rappel énorme. Peut-être que après ça, j'ai pas de chance, je perds mon travail, etc., etc., etc. La loi des séries, voilà, c'est quelque chose qui s'applique bien. Et bien tout simplement parce que c'est logé dans notre corps énergétique. Donc à partir du moment où on avait des failles, on avait on va dire des petites brides qui étaient là et qui attendaient de percer, quand le corps énergétique est un peu en faiblesse, et elles vont percer assez facilement et on va attirer à soi ce genre de situation. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur l'aspect énergétique, je dispense une formation concrète et complète pour expliquer vraiment tout le corps énergétique, tous les chakras, comment ils s'imbriquent les uns avec les autres, quelles parties du corps ils vont réguler, etc. Et surtout comment les auto-réguler soi-même sans passer par un accompagnement thérapeutique, parce qu'on a plein d'outils déjà qu'on peut utiliser à partir du moment où on a identifié notre besoin et qu'on a écouté notre corps, ce qui est la première étape déjà à faire. Donc, on a 7 couches, on a le corps physique et 6 couches physiques et tout est interconnecté. D'ailleurs, pour vous imager ça, j'aime bien les exemples, vous avez compris, on avait analysé aussi dans une forêt un arbre qui avait été attaqué par une sorte d'insecte qui venait en fait se poser sur les feuilles, ça ressemblait à une sorte de coccinelle, et en fait qui commençait à grignoter la feuille mais avec un petit poison en fait, donc ça faisait pourrir la feuille de l'arbre. L'arbre, lui, il est comme nous, il développe une adaptation. Donc, il a développé un anticorps pour pouvoir justement faire fuir cet animal. Chose qui a bien fonctionné, puisque du coup, l'animal n'est plus venu, puisque ça devenait mortel pour lui de venir manger cette feuille. Mais ce qui est incroyable, c'est que cet anticorps-là, il a été développé par toute la forêt, et même les derniers arbres qui étaient au bout de la forêt, qui n'étaient absolument pas en contact avec le premier arbre. Donc, c'est vraiment ça, en fait, que je veux illustrer ici, c'est que les énergies, elles passent. Le code et le message, l'information était passé de manière vibratoire, qu'on appelle, par justement une signalétique, une symbolique que la nature en fait a bien compris et adapte assez facilement parce que justement c'est brut, c'est naturel et c'est facile de communiquer de cette manière-là. Donc ces fameux chakras de notre côté qui viennent travailler tout le long de la colonne vertébrale et que j'explique vraiment en détail dans la formation. Mais pour moi, ce qui est important, c'est déjà peut-être de vous cibler ça. Le chakra racine, qui est vraiment celui pile à l'entrejambe, mais celui-là, il va travailler sur les peurs, les insécurités, etc. Et celui-là, il est déjà en connexion avec la mère et la lignée maternelle. Donc déjà, je sais que si j'ai des grosses anxiétés, je peux peut-être commencer à investiguer ce qui s'est passé mes 7 premières années en lien avec la lignée maternelle. Donc ça, c'est des petits outils pour moi qui sont très importants puisque justement, il y a une association qui a été vraiment organisée. D'ailleurs, j'ai une vidéo de présentation sur le chakra racine de manière complète sur mon site. Donc, vous pouvez la retrouver assez facilement en allant sur le blog avec le corps énergétique et vous avez le lien pour aller vous connecter directement et vous inscrire à la formation gratuite où j'explique tout sur le chakra racine, ses conséquences et aussi comment l'auto-réguler soi-même avec plusieurs outils. Et donc enfin, tout ça pour arriver au bout en disant que l'équilibre énergétique, déjà, c'est la base de la vitalité, de la santé, de notre système immunitaire. Et plus je vais bien dans toutes mes couches de corps énergétique, et plus je vais bien dans mon corps physique. Donc j'aime bien cette image-là qui vous montre à quel point ça rayonne et ça vibre. Et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que plus je vibre de manière saine, plus j'englobe aussi le monde autour de moi sur cette vibration-là. Et ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant. Alors, pour aussi schématiser peut-être pour les personnes qui n'avaient pas cet aspect-là d'information sur l'énergétique, j'avais envie d'apporter aussi quelques notions de pratique pour que ce soit peut-être clair aussi pour tout le monde. Donc, dans les différentes pratiques, on peut trouver du magnétisme, du reiki, du laoshi, des coupeurs de feu. On a beaucoup de choses. On a aussi ce qu'on appelle les énergéticiens. Voilà. On a des choses plus ancestrales que d'autres et on a ceux qui ont développé justement des initiations. Donc moi, par exemple, je travaille le Reiki.
j'ai été initiée au Reiki, donc c'est un canal énergétique en fait sur lequel on peut se connecter, entre guillemets, qui nous permet justement de faire des soins physiques ou à distance. Donc les résultats sont vraiment très intéressants. Et ce qui est assez, je trouve, encore plus intéressant, c'est de voir que dans certains hôpitaux, quand on commence à creuser un peu le sujet, on fait appel à certaines pratiques aujourd'hui. On voit bien, typiquement, je ne l'ai pas noté là, mais on peut aujourd'hui faire appel à des hypnotiseurs pour travailler pour des anesthésies, etc. Donc là, on est vraiment typiquement en train de travailler sur l'inconscient. On a les coupeurs de feu qui sont appelés aujourd'hui dans les services de grands brûlés. On a aussi, du coup, des praticiens Reiki qui sont Reiki ou autres énergétiques qui sont appelés dans des services d'oncologie ou de rhumatologie. Et ça, d'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur mon site. Vous le trouvez sur l'onglet énergie avec du Reiki qui se pratique en hôpital de Madrid ou en hôpital de Berlin, justement, en oncologie ou en rhumato, pour accompagner en fait à la guérison, pour accompagner aussi à la diminution de la douleur, la diminution du stress, etc. Donc en France, on n'en est pas encore là, pas partout en tout cas, mais voilà, vous voyez qu'il y a des petites vidéos qui parlent de ça, et les vidéos, elles sont assez vieilles hein, en plus, donc c'est pas quelque chose non plus de tout récent. Donc, pour résumer, l'énergétique, ça va déjà vous aider pour travailler sur un certain symptôme et aussi le bien-être, le sommeil, la sérénité, la diminution du stress, etc. Alors, comment ça fonctionne entre l'énergétique et l'inconscient? Eh bien, globalement, l'inconscient, c'est tout. Je vous ai dit tout à l'heure que l'inconscient, il va diriger notre vie à 90%. Donc, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui a besoin de montrer au conscient des choses à travailler, à libérer, etc. Et c'est ce qu'on va appeler les mémoires cellulaires. Donc, cette partie dont je vous parlais tout à l'heure, on avait besoin d'avoir cette famille-là pour nous rappeler certaines mémoires cellulaires aussi. On va avoir du coup l'intérêt de l'énergétique pour aller travailler des blocages, des schémas répétitifs, des situations de vie reliées, etc. Et du coup, on va pouvoir être dans l'accompagnement pour la recherche des émotions d'origine, puisque c'est là où on va arriver sur la partie plus subtile. Comme on a dit tout à l'heure, oui, mais les 8 générations d'avant, moi, je ne les connais pas, et peut-être même que je ne connais pas l'histoire de mes parents. Alors, c'est normal, puisque déjà un secret est un secret, donc ce qui n'a pas voulu être dit, globalement, on ne le dira pas même quand on est vivant, ce qui arrive assez régulièrement. Et puis surtout, on peut avoir perdu la trace de nos ancêtres, etc. Donc c'est là où effectivement, moi j'ai vraiment voulu développer cet aspect-là, parce que quand j'ai été formée à la psychogénéalogie classique, j'ai été vite arrêtée dans mes recherches pour avoir une information familiale, puisque je n'avais pas du tout l'accès, ne serait-ce que moi, à ma propre famille, d'aller connaître une histoire, d'aller connaître un traumatisme, alors que je n'avais même pas le nom ni le lieu de vie. Voilà. Donc c'est là où l'énergétique a pris sa place pour pouvoir aller récupérer les informations qui sont déjà là dans l'inconscient en fait. Donc globalement, l'aspect thérapeutique, c'est d'aller pouvoir lire les informations que le consultant va être capable d'exprimer en fait, hein, le décodage à nouveau. On revient en fait sur cette lecture de code. Ce qui est important, c'est ça, vraiment pour travailler dessus. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Et ça, c'est Carl Jung qui en parlait donc justement quand il a développé la théorie de l'inconscient. Alors, comment on le travaille concrètement? Donc, je vais vous donner justement quelques petites infos rapides. Soit vous pouvez entamer une thérapie brève. Donc, par exemple, moi, je fais des thérapies brèves, c'est-à-dire on fait des cycles de 3 à 5 séances en fonction du besoin, parfois un peu plus, parfois un peu moins, tout dépend vraiment de chacun, on adapte vraiment ensemble. Moi, je fais ça soit en visio, soit en présentiel. Alors, pour ceux qui me regardent et qui ne savent pas où je suis en Haute-Savoie, mais la visio fonctionne très bien parce que j'ai plusieurs outils. Donc, j'utilise certains outils plus en visio qu'en présentiel, donc ça va très bien comme ça. On peut travailler sous forme d'ateliers. Donc, moi, je fais des ateliers en ligne, des ateliers en visio ou alors en présentiel. Et puis aussi par le biais des formations. Quand on commence aussi à vouloir se former soi-même, en général, on travaille aussi pour soi directement. Donc ça, j'en dispense aussi. Quand on vient travailler directement en séance, c'est une question que j'ai régulièrement. Il n'y a pas de préparation préalable nécessaire. Au contraire, moi, je vais avoir l'opportunité à ce moment-là de poser des questions qui ont du sens par rapport à ce que je recherche. Et quand ça ne va pas être préparé, le mental va baisser un peu la garde et j'aurai des réponses beaucoup plus précises pour me permettre justement d'aller cibler les mémoires familiales à aller libérer.
à savoir que finalement, tout ce qui va se passer dans notre vie, en général, est une répétition de ce qu'on a besoin d'aller travailler. Donc finalement, mon travail à moi, c'est juste d'aller les déceler. Et on n'a pas toujours besoin d'aller savoir exactement l'histoire vécue par l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Non, on a juste besoin d'aller comprendre qu'il y avait un héritage émotionnel qui était passé et qu'on a besoin de libérer. Et dans les outils donc utilisés, donc il y a la discussion. Je précise parce que parfois j'ai la question en conférence justement si on passe par le toucher. Donc moi non, je ne passe pas par le toucher quand on travaille la psychogénéalogie. Je travaille vraiment dans l'échange, dans la thérapie, je dirais, interactive. Donc j'utilise des exercices interactifs sur papier. Donc quand on est en visio, ben, on fait l'exercice ensemble et on échange une photo pour pouvoir analyser. J'utilise quand j'ai besoin les baguettes coudées. Donc les baguettes coudées, ce sont les baguettes qui viennent justement capter la vibration du corps inconscient. En fait, le métal qui est utilisé vient capter l'énergie du corps. Les baguettes coudées, pour ceux peut-être qui connaissent plus le nom des baguettes de sourcier, sont vraiment des outils très ancestraux pour aller chercher l'eau en fait. Hein. C'est vraiment tout simplement une vibration magnétique en fait qui vient s'activer. Et donc c'est l'outil que j'utilise pour aller voir l'origine la plus importante dans l'histoire familiale qui va me permettre justement d'aller libérer quelle génération. Est-ce que c'était la troisième, la quatrième, la cinquième? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Etc. etc. Et donc, j'utilise en général les actes symboliques pour aller rentrer dans la matière, l'acte de réparation, pour pouvoir justement avancer après dans une nouvelle dynamique et refaire cette remise à niveau entre le cerveau droit et le cerveau gauche, puisque c'est comme ça qu'on va enlever justement l'effet cocotte minute. Et donc, comme Freud l'affirmait quand même, il faut interroger le passé familial pour résoudre les problèmes du présent. Donc lui qui a rejeté quand même la théorie de l'inconscient après, mais vous voyez qu'il y avait malgré tout déjà une ouverture importante et une certaine compréhension. Alors, le mot de la fin, c'est vraiment devenez fort, robuste, lumineux grâce à vos racines. Et cette image parle d'elle-même, toute lumineuse, toute riche, toute grande, voilà, l'arbre soyeux, rempli de lumière et de belles racines fortes. Donc ça, c'est ce qu'on peut travailler grâce à ces outils, effectivement, de libération familiale. Alors, si vous avez trouvé ça intéressant, si c'est quelque chose qui vous a éveillé, égayé, si ça vous a fait sourire, si ça vous a fait réfléchir, eh bien, je serais ravie d'avoir du coup vos ressentis retour en pouvant aimer la vidéo avec le like pour me montrer votre intérêt, ce qui m'encourage aussi, pourquoi pas, à en refaire. À me commenter avec un certain ressenti si jamais c'est quelque chose de souhaité et de partager en fait tout simplement cette vidéo gratuite en partageant ça à l'entourage, en partageant ça voilà, sur les réseaux, peu importe. L'intérêt, c'est que ça éveille, je dirais, le plus de personnes possible pour pouvoir aller comprendre déjà soi-même qu'on a une réaction par rapport effectivement à une origine. Et donc, le mot de la fin, merci pour l'écoute. La conférence était vraiment un plaisir pour moi. Ça fait longtemps que je voulais l'enregistrer. Je sais qu'à chaque fois que je l'anime en public, elle est bien reçue. J'accepte toujours d'avoir des commentaires pour aussi pouvoir rajouter des informations, peut-être éclaircir certains points, peut-être approfondir certains sujets si c'est nécessaire pour vous. Donc, faites-moi des commentaires par rapport à ça. Et si vous n'avez rien compris, faites-moi aussi un commentaire par rapport à ça pour que je puisse aussi réadapter. Mon intérêt, c'est vraiment d'apporter quelque chose, de semer des graines pour que après votre relève se fasse en fait facilement ou moins facilement si vous avez besoin d'accompagnement, mais que vous sachiez aussi que ça existe et que c'est une piste que vous pouvez ouvrir. Donc vous avez mes contacts, estelle.gauthier@amtherapie.fr avec mon téléphone pour ceux qui veulent me contacter et donc mon site internet dans lequel vous pouvez trouver beaucoup d'articles dans le blog. Vous pouvez même créer un compte de connexion parce que vous allez recevoir à ce moment-là les notifications dès qu'un nouvel article est posté. Vous avez un accès direct à ce moment-là aux newsletters où je publie souvent des challenges, des choses qui sont complètement gratuites. Des petits jeux, des introspections, etc. Et je vous publie aussi à ce moment-là les nouveaux événements. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis donc sur le site, vous avez la page des événements en ligne ou en présentiel. Vous avez quelques notions sur la psychogénéalogie, le décodage et l'énergétique. Et vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous en ligne.
Donc voilà, si jamais les agendas ne fonctionnent pas, vous pouvez me contacter pour pouvoir organiser autrement, parce que parfois j'ai quelques flexibilités aussi que je garde un peu sous le coude pour les urgences. Donc voilà. Et ce sera en tout cas un plaisir pour moi de pouvoir vous répondre et de pouvoir justement échanger ensemble sur les histoires familiales, sans tabou, sans jugement, vraiment dans l'amour, dans la bienveillance et dans l'objectif de la libération, même si bien sûr on ne promet rien à l'avance, mais au moins juste de se projeter sur les liens qui sont créés et que même si pour nous le symptôme ne se libérerait pas, au moins on libérerait l'histoire aussi pour les générations d'après. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accompagner dans ce chemin-là et dans ce voyage. Vous trouvez ici le Facebook, le Instagram et c'est terminé. À bientôt, merci beaucoup pour votre écoute et j'attends vos commentaires et vos questions si besoin.